Hi, everybody, and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease, and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environments. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de BMS. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Christophe Yamas. Bonjour Christophe. Bonjour. Et c'est un podcast qui est un petit peu différent de ceux qu'on avait fait jusqu'à présent parce que vous savez que nous, on a commencé à travailler sur le principe du Body, Mind, Spirit, ça fait 4 ans et puis on l'a fait surtout dans le monde de la santé avec des approches scientifiques, des approches anthropologiques et on s'intéressait surtout aux professionnels et on s'est dit que ça serait intéressant aussi d'avoir l'opinion de personnes qui travaillent avec leur corps, que ce soit des athlètes ou des artistes, et voir quelles étaient leurs compréhensions, leur propre compréhension de ce principe body, mind, spirit, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mind, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le spirit, en rappelant effectivement que ce principe, il est issu des médecines traditionnelles indigènes et que c'est vraiment pas dans la culture occidentale de s'occuper de ces différents aspects. Alors, j'ai demandé à Christophe, que je connais depuis bien longtemps, s'il voulait un petit peu partager son expérience, parce que en termes d'athlète de l'extrême, c'est un spécialiste du DK Ironman. On s'est rencontrés en 97. Voilà. Ok. Donc, Lors de lors- service militaire. voilà, c'est ça. Donc, c'était en 1997 et c'est comme ça que j'ai connu l'ostéopathie, en fait, la première fois. Voilà, donc je m'appelle Christophe Yamas, j'ai 52 ans. Je suis marié, nous avons 5 enfants avec Adeline. Et moi, je fais du sport depuis. J'ai commencé le cyclisme en 1986 et le triathlon en 1989. J'ai eu des problèmes de santé quand j'étais enfant. Je faisais du rachitisme et j'ai eu très vite des problèmes d'hypertension artérielle essentielle. Avec une pensée récurrente au fond de moi, je me suis toujours senti différent. Voilà. Alors, je ne me suis pas senti supérieur, mais je me sentais différent et mon cerveau bouillonnait en permanence. Créatif, euh, et en contrepartie à l'école, j'étais très très moyen, souvent au fond de la classe. Et en fait, très vite, j'ai fait du sport inconsciemment pour me canaliser en fait. Ça a été quelque chose qui a fait que ça a été un peu comme un pansement. Le problème au fond n'était pas réglé, mais le sport a fait que ça me canalisait. C'était un peu comme du yoga, mais c'était du yoga très, très actif. Voilà. J'ai démarré le triathlon en 1988 et comme j'avais des problèmes d'hypertension artérielle, j'avais 16 de tension en repos à 16 ans. Les médecins ne voulaient pas au début m'autoriser à faire de la compétition. Voilà. Donc, on m'a préconisé de faire de l'endurance. Et l'endurance, c'est un effort qui se situe aux alentours de 130 pulsations minutes. Donc, à 130 pulsations minutes, par exemple, un 10 km course à pied, on est au maximum, on est à 190, 180. Même un marathon, on est plus haut. Donc, très jeune, je ne suis pas allé vite, mais je suis allé loin. Et donc, c'est comme ça que, en fait, je ne suis pas arrivé au décathlon, c'est lui qui est arrivé à moi, quelque part. Voilà. Souvent, je dis, c'est le décathlon qui m'a choisi. Donc, en 88, je tombe sur une revue Triathlète Magazine et je trouve ça assez dantesque et je ne savais pas nager. Alors, je ne savais pas nager. Oui. Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un genre de simulacre de noyade par un adulte à la mer. Et Ok. devant mon père en plus, qui n'a rien fait à l'époque. Et donc j'ai eu une peur panique de l'eau.
Je m'enfermais dans les toilettes avant l'école, les cours de natation scolaires. Et ma mère, elle était avec un tournevis derrière, elle essayait d'ouvrir. Et moi, j'avais la peur de mourir. Donc du coup, j'étais dispensé de piscine. Et à 14 ans, j'ai appris à nager seul, la brasse. Voilà, petit à petit. Voilà. Et j'ai lu beaucoup de magazines, beaucoup de choses. Et donc, quand j'ai vu le premier triathlon à Offenbourg, en Allemagne, où nous étions, ben, j'ai pas pu le faire. L'année d'après, je l'ai fait en brasse. Et après, en 89, je l'ai fait en crawl. Voilà, j'ai appris tout seul à nager le crawl. Après, plus tard, j'ai pris des cours avec des coachs et tout ça. Mais au départ, j'ai appris à nager très tard. Donc, en plus, les problèmes d'hypertension. Donc, je faisais des efforts. À l'âge de 12 ans, je courais 20 kilomètres, par exemple. Voilà. Et à 15-16 ans, je faisais Offenbourg-Baden en vélo, aller-retour, je faisais 100 kilomètres en vélo. Voilà. Donc, je pouvais pas aller vite, je suis allé loin. Tu as parlé du mot, tu as utilisé le mot dantesque. Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement les distances que tu cours pour un DK Ironman, est-ce que tu peux les préciser et Oui, bien sûr. parce que je Donc, savais pas que tu ne savais pas nager et que en fait, le triathlon moderne, ce qu'on appelle l'Ironman, c'est né en 1977 à Hawaï. Bon, l'histoire, Ok. c'est des GI à Honolulu qui s'ennuyaient un peu. Et puis, il y avait un nageur, un cycliste, un coureur à pied. Et donc, à Honolulu, il y avait la traversée d'une baie de 3 km 800. Il y avait une course cycliste de 180 km sur 2 jours. Et il y avait le marathon d'Honolulu. Et donc, ils ont dit, ben, savoir qui sera le meilleur d'entre nous, on va additionner tout ça. Et le premier sera sacré Ironman. Voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est Gordon Allaire qui gagne le premier en 11h30. Ils doivent avoir une quinzaine à terminer. Donc, le triathlon, pour moi, c'est 3,8 km de natation, 180 en vélo, 42 en courant. Voilà, ça, c'est le triathlon. Après, on a fait les moitiés de cette distance et le quart. Moi, je fais le DK triathlon, DK Ironman. Donc, c'est 38 km de nage, 1800 km en vélo. Donc, 38 km de nage, c'est traverser de la Manche, hein. 1800 km en vélo, c'est un demi-tour de France, ou alors on fait Marseille-Paris, Paris-Marseille. Et 422 km en courant, 10 marathons. Alors Ok. ça, c'est le DK continu. Parce qu'il y a D'accord. aussi le DK per day, c'est-à-dire que c'est un Ironman par jour pendant 10 jours. Alors vous Ok. comprendrez qu'un Ironman par jour pendant 10 jours, c'est entre guillemets plus facile. Pourquoi? Parce que musculairement, c'est plus facile de nager tous les jours 3 km 800 que de nager 38 km d'un coup. Voilà. Et la personne, en fait, elle part à 8 heures du matin, elle fait un Ironman. Si elle arrive le soir à 20 heures ou à 22 heures, le chrono s'arrête et elle dort jusqu'au lendemain matin à 8 heures. Et à la fin des 10 jours, on additionne les temps. Moi, c'est le DK continu, c'est-à-dire que le chrono démarre en natation, au départ natation, et il s'arrête à la fin de la course à pied. Et entre-temps, il faut gérer son temps de sommeil. Voilà. Donc, pour Et- vous donner un ordre d'idée, j'ai nagé en 15 heures et en vélo, pour mon meilleur DK, je faisais 400 km par jour en vélo et je dormais 4 heures. Donc, je fais ça pendant 5 jours, 4 jours et demi, 400 km par jour. Et en course à pied, je faisais 105 km par jour. Voilà. Voilà, en 9 donc, ce jours, qui 9 fait- jours, mon meilleur temps. Et il y a beaucoup de personnes qui sont adeptes de ce sport Alors, extrême. là, on est passé à peu près à 70 personnes qui ont terminé un DK continu. Voilà, les chronos ont vraiment explosé depuis 2 3 ans. Et sinon, c'était Fabrice Lucas qui avait le record depuis 1997, voilà. En 8 jours, 8 minutes. Et là, le record est bien tombé. Il est en 180. Lui, il avait fait 192 heures. Là, il est passé en 182 heures. Voilà. Ok. Il y a 10 heures, 10 heures en moins. Et donc, par rapport au thème, quand on parle de Body, Mind, Spirit, ce qui nous intéresserait, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un compétiteur? Est-ce que pendant donc une dizaine de jours non-stop, est-ce que d'abord on est dans la compétition? L'objectif c'est de terminer, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête d'une personne Alors, qui court comme ça pendant... alors moi, mon problème, c'est que toute ma vie, en fait,
moi, j'étais tout le temps moyen. J'étais le petit moyen. Je n'ai jamais eu une éducation où on m'a pas poussé pour gagner, en fait. Voilà. Moi, quand j'ai fait ma carrière il y a 20 ans, j'étais avec des champions. Voilà. Et je ne pouvais pas gagner. Et il y a que en 2005-2006 qu'on m'a dit sur une table d'un ostéopathe, il m'a dit bah, tu vas pouvoir gagner. J'ai dit bah non, il y a un tel, un tel, un tel. À l'époque, il y avait énormément de Français très forts. Et il m'a dit mais si tu crois pas que tu peux gagner, tu gagneras jamais. Et à partir du moment où je me suis dit mais moi aussi je peux gagner, là ça a été différent. Donc moi c'était vraiment quelque part c'était pour terminer, mais même pour terminer, par exemple à Hawaï, mon premier DK, je fais cinquième. Et mon deuxième DK, je fais troisième sur 20. Voilà. Mais c'était pas, j'avais pas envie d'écraser les autres et j'étais pas là pour gagner. J'étais là pour prouver j'étais là pour faire quelque chose d'exceptionnel. Je suis tombé, alors je conçois que ça peut paraître, tout est discutable, mais je suis pas tombé dans la drogue et dans l'alcool. Et on peut pas me reprocher de m'être soigné en étant tombé dans le sport. On peut pas. Maintenant, aujourd'hui, je sais que bah, pour moi, tous les gens qui font du DK, ils ont un problème un peu à régler quand même. On fait pas ça inconsciemment. On se lève pas, on se dit parce qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y en a pas de plaisir. Donc Ok. attention, je vais vous dire pourquoi. Celui qui dit ouais, on s'éclate, oui, on s'éclate, mais et qui trouve ça génial, il a un problème à régler psychologique. C'est un maso. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé pendant ces années, c'est cette vie d'athlète de haut niveau. Les avions, les déplacements partout. Je faisais 18 Ironman dans l'année. Je traversais l'Atlantique deux, trois, quatre fois dans l'année. Je suis allé en Équateur, je suis allé en Lituanie, je suis allé aux États-Unis. Voilà. L'entraînement, c'est la partie où c'est du plaisir. Moi, j'avais du plaisir à m'entraîner, j'en ai toujours. Mais la compétition, si on demande à un boxeur qui fait 15 rounds, qui n'arrive pas à respirer, qui se prend des coups et qui est en sang, s'il prend du plaisir, je ne sais pas. Pareil pour tous les sports. Pour moi, la compétition, c'est pas du sport santé. Et le plaisir, il est dans l'accomplissement. C'est-à-dire que le plaisir, au DK, il est quand on passe la ligne. Voilà. Et quelqu'un m'a dit, on t'en parlera toute ta vie. Et c'est vrai que je l'ai fait deux fois et on m'en parle tout le temps. Voilà. Mais je vais pas vous dire que faire un décathlon, c'est du plaisir. Parce que le plaisir, il y a du stress et du plaisir. C'est de la survie. Hein. On monte l'Everest. Hein. Voilà, c'est la réalité. Moi, je pense que la personne qui dit, ouais, je m'éclate, c'est génial, il a un problème à régler. Voilà. Donc, de ce que je comprends, c'est que ça a été, au départ, en tout cas, une stratégie pour gérer, canaliser certaines choses, et puis qu'à un Ouais. moment, il y a eu une prise de conscience qui fait que qui fait que tu le fais peut-être de façon différente maintenant, ou ça a changé quelque chose C'est exactement ça. dans le chrono ou dans le... C'est exactement ça parce qu'en 2004, euh, je n'avais aucune approche en termes de nutrition, j'avais aucune approche en termes de matériel, aucune approche de préparation physique vraiment réfléchie. Et donc, j'ai fait ce premier décathlon en 11 jours. Après, je me connaissais bien, c'est-à-dire que j'avais dit aux journalistes, je mettrai 11 jours et j'ai mis 10 jours, 23 heures, 45 minutes. Voilà. Et donc là, riche de ce DK, j'ai écrit un livre sur la préparation, la réussite sportive. Voilà. J'ai écrit un livre avec 10 paramètres que j'ai piqué un peu en Formule 1, en cyclisme. Et j'ai décliné ces 10 paramètres et j'ai décidé de les pousser au maximum. Voilà, pour optimiser en fait. Voilà. Et le deuxième des cas, je fais 9 jours. Donc je fais 48 heures en moins. Et je n'avais pas au deuxième des cas une seule ampoule au pied. Ok. Voilà. On m'a presque reproché de ne pas avoir de bobo, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça terrible parce que il y avait un triathlète au DK qui avait une selle en carbone. Et au bout de 200 km, il était entamé aux fesses et tout.
Moi, j'avais une selle de 400 grammes, une vieille selle des années 90 en cuir. J'avais un cuissard neuf tous les jours. Et sur cette selle, je mettais un couvre-sel en gel. Et dans mon cuissard, je mettais un tube de Mitosil tous les matins. Donc, c'est la crème pour les bébés, là. Et j'avais le cuissard qui Ok. débordait de crème. Et j'avais les fesses qui étaient nickel. Le premier des cas, il m'a servi à savoir ce qu'il fallait pas faire. Et je me suis vraiment adapté à cette discipline. Par exemple, j'ai créé un vélo où il y a un seul plateau, des roues en 650 avec une circonférence plus petite, 7 vitesses. Voilà, j'ai créé un vélo pour le plat que pour le déca. Voilà. Et pour l'entraînement, bon, bah, c'est quand même Fabrice Lucas qui à l'époque avait le record, qui m'a tout appris, qui m'a expliqué le VO2 max, le seuil, et c'est quelqu'un qui s'entraînait 20 heures, 25 heures par semaine et qui avait le record. Alors qu'il y a des gens qui s'entraînent 40 heures et qui font de la distance et de la très très basse intensité et pas de qualité du tout. Hmm. Pareil, en nutrition, j'ai fait beaucoup d'approches en nutrition, la micronutrition. Et après, au niveau mental, là, je suis rentré dans une autre dimension avec la cohérence cardiaque, la méditation. C'est surtout, Euh, c'est surtout ces points qui m'intéressent, qui nous ouais, intéressent, parce que tu l'as évoqué, en fait. Tu t'étais, est-ce que tu as eu un coaching spécifique? Parce que tu as dit à partir du moment où on t'a fait comprendre que tu pouvais toi aussi gagner, bah, j'ai cru comprendre que tes podiums s'amélioraient et que ouais, quand tu te fixes l'objectif aux journalistes et que tu fais juste un petit peu en dessous, j'imagine que ça aussi, ça peut être optimisé pour, euh, pour aller un peu plus dans la performance. Donc, c'est tu ça. nous as dit cohérence cardiaque, méditation. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Méditation. Oui, alors déjà, ce qui m'a Ok, fait découvrir le développement personnel, j'ai commencé par ça. Et ce qui m'a fait découvrir le développement personnel, ben, c'est parce que j'ai fait un peu de MLM, de marketing relationnel. Et en fait, il y avait des formations, voilà. Et le développement personnel, ça m'a beaucoup apporté. Après, j'ai fait des formations comme celle de l'intelligence du cœur de Greg Braden. ok. Voilà. Donc, ça a duré, ouais, c'était 70 heures, donc c'était très intéressant. Et après, j'ai fait celle de Joe Dispenza, où là, on rentre vraiment dans une autre dimension. Et ça m'a apporté vraiment plus, bon, sur le plan sportif, bien sûr, mais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ça a complètement changé ma façon de voir les choses. J'étais militaire, j'étais assez cartésien, et là, je suis passé dans une autre dimension. Ça m'a enlevé la peur. Voilà, la peur. Ok. Mais toutes les peurs, en fait. Et ça, c'est incroyable parce que, bon, moi, j'étais pas non plus très matérialiste, mais ça m'a enlevé aussi la notion de possession, la notion de manque, de tout ça. Et je le souhaite vraiment à tout le monde parce que on passe pas à côté de sa vie et on s'accomplit pleinement, en fait. Je pense que la vie c'est quelque chose d'unique. Et pour moi, c'est terrible. Alors, je fais pas de morale, hein, mais pour moi, c'est terrible par rapport à ce qu'ont vécu nos anciens pour qu'on soit libre, bon, les guerres, les famines, tout ça, de simplement manger en permanence dans des fast-foods et regarder de la télé-réalité, quoi. Enfin, et pas faire de sport. Voilà, si les gens faisaient plus de sport, ben au niveau de la sécurité sociale, déjà, on boucherait le trou, quoi. Enfin, voilà. Enfin, moi, je pense que la vie est trop précieuse pour se laisser aller. On est tous faits pour quelque chose, pas seulement du sport, hein. Voilà. Ça, c'est ma façon de penser. Non, super. Et donc, c'est très intéressant pour, bah, pour moi, ostéopathe, par exemple, parce que euh, j'aurais pu recevoir des personnes comme toi qui ont la même activité, la même intensité physique, le même type d'entraînement, mais le avant et après, cette prise de conscience que tu nous décris après des formations de développement personnel, c'est-à-dire que l'objectif, le pourquoi tu fais tout ça est complètement différent et que Ouais. donc c'est pas forcément les mêmes choses qui vont faire sens pour toi pour maintenir ton état de santé. Donc,
Merci beaucoup pour ce partage parce que c'est pas toujours évident de comprendre, de comprendre ces phénomènes-là et en quoi la méditation ou les approches que tu fais peuvent accompagner. En fait, on rentre toujours avec un objectif alors là, je parle pour moi, hein, avec un Ouais, objectif en particulier pour gérer ponctuellement une problématique dans sa vie et on s'aperçoit qu'en fait, bah, ça peut changer beaucoup de choses et ça ouais, nous amène à nous questionner sur, voilà, on s'appelle ça la dimension existentielle, cette partie spirit du body, mind, spirit, en fait. Quel sens on donne à toutes nos actions et qu'est-ce qu'on fait sur le temps très court, comme tu le dis, où on est vivant sur cette terre. Comment est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment est-ce qu'on peut impacter la vie des autres de façon positive, hein. ouais, voilà, on peut impacter les autres. Après, il faut quand même se protéger parce que on veut être bienveillant et souvent, des fois, en face, les personnes, c'est comme un émetteur-récepteur. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc des fois, il faut pas trop se livrer au début, mais en tout cas, moi, je coach mes clients avec bienveillance et je vois maintenant beaucoup de choses. Et je peux pas d'entrée, de toute façon, c'est Mm. pas, je suis pas leur patron, ou je suis pas, mais en termes de coaching, ce n'est pas simplement le chèque, c'est aussi, on va emmener la personne à la meilleure version d'elle-même en fait. Elle va perdre du poids, elle va faire un marathon, et aujourd'hui, les gens, ils sont encore plus stressés parce qu'ils sont très connectés, je pense que le coach a un rôle à jouer là-dedans, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que là, on a beaucoup parlé du pourquoi, en fait. Pourquoi tu t'étais engagé dans ce type de discipline extrême, enfin extrême pour moi qui bouge pas mon corps autant que le tien. Ce qui nous intéresserait maintenant, c'est le comment, en fait. Parce que tu nous as dit que tu avais écrit un livre avec 10 points sur Ouais, l'entraînement. Donc, je veux dire, tu as retranscrit ton expérience où tu es allé ouais, chercher chaque point pour optimiser les performances. C'est bien c'est cela. ça, c'est ça. Donc, en fait, moi, pour arriver au DK, comme j'avais des problèmes de santé, donc j'ai augmenté les distances. Voilà, j'ai fait un 20 km, un marathon, un 100 km, après un 24 heures course à pied. J'ai fait un Ironman en 97 au Japon. Après, j'ai fait un double Ironman, triple et le DK. Et donc, à la fin de ce premier DK, j'ai vraiment voulu lister tous les paramètres. Donc, le premier paramètre pour moi, bon, c'était l'entraînement. Voilà, c'est assez basique. C'est ce qu'on retrouve dans les magazines. Et le deuxième paramètre le plus important, c'est le mental. Et le mental, c'est très, très vaste. Voilà. Le mental, ça regroupe plein de choses. C'est-à-dire que les gens, ils comprennent pas. Souvent, il y en a, ils disent, ouais, c'est dans la tête. Ouais, mais ça se passe pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'il faut travailler. Et justement, avec la méthode de Joe Dispenza, qui est sur Gaïa, c'est super intéressant, ça permet en fait d'aller dans les 5% d'ancrage qu'on a pour changer certaines choses. Parce que même si on veut changer certaines choses, eh ben, c'est tellement ancré qu'il faut passer par un autre processus. Et le mental, c'est pour moi le plus important dans le sport. Si vous n'êtes pas très doué, eh ben, avec le mental et la volonté, on y arrivera. Donc, entraînement mental, la récupération. Alors, il y a plein de Juste, méthodes. Oui, j'interromps juste pour celles et ceux qui connaîtraient pas cette technique de Joe Dispenza, qui est un ouais. chiropraticien qui a travaillé beaucoup avec des neuroscientifiques. Est-ce que tu pourrais décrire brièvement, parce qu'il y a plein de choses, ce que toi tu retiens, ce que tu utilises pour... Brièvement, c'est que c'est- on va se mettre en position du lotus. Voilà. Donc, on n'est pas obligé, si on n'est pas très souple des jambes, on peut avoir, par exemple, un coussin de méditation. Mais en fait, par la respiration et un système mécanique, on va faire remonter le liquide encéphalo-rachidien et il va monter jusqu'à la glande pinéale. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir vraiment l'esprit, ça va nous connecter. Alors, pour le coup, c'est quand même un peu spirituel, mais un peu moi, le thème de ce ouais, qu'on... je me Je sens vraiment pense. connecté
ouais, c'est exceptionnel parce que euh, on y va avec des questions ou pas, et quoi qu'il arrive, on va obtenir certaines réponses et on va changer. Et ces changements, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai plus d'hypertension artérielle, je suis calme comme un yogi, et que avant j'avais une violence en moi. Alors, j'étais pas violent en famille. À l'armée, je me défendais. Je n'étais pas quelqu'un qui embêtait le monde, mais je me défendais. Et je me défendais des fois assez violemment, ouais. Mais ça a changé énormément de choses dans ma façon de voir aussi le monde, parce que je vois le monde maintenant d'assez haut et d'une façon globale, en fait. Donc aujourd'hui, c'est assez compliqué, si on est assez terre à terre, de trouver du positif Hmm. avec tous les Ça problèmes serait qu'il y a. c'est une forme de méditation dans laquelle on se sent connecté à quelque chose qui est plus grand que nous, si Tout on à voudrait fait, c'est résumer. ça. C'est tout Et à fait ça. est-ce que c'est ce qui se passe pendant la course, quand tu cours? Ce serait Ben, cette en fait, là? c'est Est-ce ça ce qui se que... passe. Oui. En Ok, fait, on rentre en transe en fait dans un des quatre triathlons et on se ok, dissocie. Voilà. ok, Et plus vite on va se dissocier, et mieux ça sera. ok, Parce que en fait, ce qui se passe, donc moi maintenant, quand je nage, par exemple, je fais de l'auto-hypnose. Donc ok, cette année, j'ai fait une course où il y avait 4 heures de natation. Et en fait, toutes les 15 minutes, ma femme Adeline devait me donner à boire. Et moi, j'étais en auto-hypnose. Donc j'ai développé euh, un modèle en fait que j'ai pris des moines bouddhistes. Quand ils marchent, ben, quand ils posent le pied droit, ils disent quelque chose, et quand ils posent le pied gauche, ils disent quelque chose. Et la méditation en marchant ou en nageant, c'est pas penser. La méditation, c'est ne plus penser. Voilà, donc si je te dis, si je te montre une photo d'un éléphant et que je te dis ne pense pas à cet éléphant, ben, tu vas penser. Donc, ce que les gens comprennent pas, c'est que la méditation, bon, occidentale, c'est une chose, mais la vraie méditation, d'arrêter de penser, mais c'est très très dur. Et donc, je nage et elle m'arrête toutes les 15 minutes. Et donc, je viens de boire, je nage et elle m'arrête. Mais je dis, tu viens de m'arrêter là à l'instant. Elle me dit, non, non, ça fait 15 minutes que tu as nagé. C'est ça, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dois nager 38 kilomètres, donc moi, par exemple, au dernier des cas que j'ai fait, euh, interdiction de me donner la distance et le temps. Et d'ailleurs, j'ai pas de montre. C'est-à-dire que ok, moi, sur mon vélo, j'ai pas de compteur et j'ai pas de montre au poignet. J'ai rien du tout. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire le décathlon d'une façon, j'appelle ça yogique. Voilà. Euh, donc, en fait, tu es en train de nager, tu es en train de nager, et au bout d'un moment, j'avais très très mal au bras. J'avais l'impression qu'on me coupait les bras. Et là, je me suis débranché en fait. Donc, je me suis arrêté et je lui dis combien j'ai fait. Et ils m'ont dit non, mais on ne te le dit pas. Alors, j'ai dit ben, si vous ne me le dites pas, j'arrête. Donc, tu as fait 28 kilomètres. Donc, j'ai fait 28 sur 38 et j'avais l'impression que j'en avais nagé 18. Et là, ça m'a remonté le moral. Là, il se Mhm. passe quelque chose. Voilà. Et ben, c'est ça le but. C'est-à-dire que quand à 4 heures du matin, on part en vélo, qu'on pédale et que la personne vous arrête à midi pour manger, on a l'impression qu'on a pédalé 4 heures. Et en fait, on a pédalé pendant 10 heures, quoi. Voilà. Et Mhm. ça, pour ce sport-là, c'est un gain exceptionnel. Voilà. Mhm. On mettra un peu, je mettrai un peu des références parce que les distorsions du temps et de l'espace sont des choses qui sont très bien décrites Ouais, dans ces différents. Et maintenant, pour avancer dans notre discussion, il y a une partie qui me semble très intéressante parce que tu as aussi une activité de coaching à ouais, Aix-en-Provence. tout à Et je fait. voudrais savoir, en fait, voilà, c'est mettre un petit peu au service des autres ton expérience. Et
Euh, Peut-être décris-nous ton activité de coach parce qu'en fait, je vois qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles tu peux accompagner les personnes en commençant par l'activité sportive. Et puis avec ce que tu as dit, les différentes recommandations pour gérer le stress avec les différentes techniques voilà, comme celle de Joe Dispenza que tu viens de nous Moi, parler. j'ai commencé en 2012 et c'était essentiellement pour la perte de poids. Voilà. Moi, je suis un peu un disciple de Serge Cotreau. Serge Cotreau, il a créé un livre, l'Encyclopédie pratique du jogging, c'était dans les années 80. Et c'est lui le premier qui a vraiment créé une méthode d'entraînement basée sur trois allures. Et la plus importante, l'endurance. L'endurance, c'est faire un footing entre 65% et 70-75% de sa fréquence cardiaque maximale. Et moi, j'ai commencé par la perte de poids. Donc, j'ai eu beaucoup de monde parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils font beaucoup d'efforts, beaucoup de fractionnés. Ils poussent leur corps et ils se blessent. Ils font de l'acide lactique. Ils sont épuisés. Et l'endurance, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on va puiser le corps, même au repos, dans les graisses. Voilà. Le corps humain, il a trois réservoirs. Il a la créatine phosphate, c'est pour faire un sprint, 7 secondes. Le glycogène, durer 1h30, c'est les sucres et les graisses. Et la plupart des gens, leur corps fonctionne sur les sucres, en fait. Et on réapprend au corps à fonctionner que sur les graisses. Donc, beaucoup de perte de poids. Après, je me suis mis forcément au triathlon. J'ai eu quelques personnes. J'ai créé un club de triathlon Aix-en-Provence aussi. Et maintenant, j'ai beaucoup de personnes pour la course à pied et le triathlon. Et en fait, je leur apporte en fait toutes mes connaissances et ils sont assez surpris au début de l'intensité de l'effort. Ils pensent qu'ils vont souffrir, que ça va être compliqué. Mais cette méthode basée sur l'endurance fait que on peut faire des longs footings, des longs entraînements vélo et on va grossir son cœur uniformément. On va fabriquer des nouveaux capillaires. Et il se passe plein de choses au niveau de la cellule, des mitochondries, plein de choses. Et quand on regarde les programmes des grands triathlètes, on voit qu'à 80% du temps, ils font de l'endurance, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Voilà. Donc, monsieur et madame tout le monde, j'ai l'impression qu'ils s'entraînent maintenant beaucoup en fractionné, en haute intensité, et les gens se blessent et ne progressent pas beaucoup. D'accord. Tu nous as parlé tout à l'heure de fast-food, Instagram, etc. J'imagine que les personnes qui viennent te voir, certaines ont envie de choses rapides avec pas trop d'efforts. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je veux dire, tu parles d'un délai minimum pour regarder si tu peux les aider C'est tout à fait ça. En ou comment fait, tu fais? on est dans une société où tout s'achète et tout doit aller très vite. J'étais dans un hôpital avec une personne assez ancienne. Et c'est une personne qui sûrement a eu faim quand elle était jeune. Et elle me disait, ouais, on mettait des collets pour avoir des lièvres, on chassait, machin, et tout ça. Maintenant, le poulet, il arrive tout seul au partage en scooter. Donc, il était dépassé, quoi, parce que c'est vrai voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent dans nos sociétés en Occident parce qu'on mange trop, on est suralimenté. Voilà. Les maladies, c'est pas parce qu'on mange pas assez, hein, c'est parce qu'on mange trop. Si les gens faisaient attention à leur corps comme ils font attention à leur véhicule, eh ben, il y aurait moins de gens malades. Moi, je fais souvent cette association euh, entre la voiture et le corps humain. Dans votre voiture, dans le réservoir, vous n'allez pas mettre du pétrole brut. Eh ben, dans votre corps, ben, moi, je vais mettre des bons oméga 3, mais je ne vais pas mettre des graisses saturées. Voilà, des choses comme ça. Donc, les personnes, elles arrivent, il y en a, ils font le chèque et c'est bon, c'est réglé. Alors, je leur explique que non, c'est eux 80%. Mais c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Donc, il y a une séance d'essai et OK. ce n'est pas un problème de motivation parce qu'en règle générale, les gens, ils sont surmotivés. Voilà, OK. voilà. À la rigueur, il y en a, ils feraient tous les jours. Mais c'est un problème surtout de confiance réciproque et de faire vraiment exactement, de me laisser la chance de faire. Moi, je leur dis,
Si ça marche pas, vous pourrez me détruire sur les réseaux sociaux. Je suis sûr de moi. J'ai passé 300 personnes et OK? je n'ai jamais lâché une personne. Alors, ouais, tu l'as dit, si je vois qu'au bout d'une semaine, ça va pas, bon, bah, par exemple, j'avais un monsieur qui a 60 ans, mangeait un gâteau le midi, un gâteau le soir, 7 jours sur 7. Ça fait 14 gâteaux. Pourquoi? Parce que sa OK. maman lui faisait des gâteaux quand il était petit. Et il mangeait tout le temps des gâteaux. Midi, c'était un ancrage, midi et soir. Alors j'ai dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Donc tous les midis, vous mangez votre gâteau. Et un jour sur deux, le soir, on va le supprimer pendant un mois. Et après, parce que je fais les choses très, très progressives. Et il m'a dit, non, je peux pas. Bon, ben voilà, il y a un moment, j'ai pas de baguette magique. Il faut voir, il faut qu'il aille voir un autre praticien pour ça, quoi. Voilà. Mais quand même, au bout de 2 séances, en règle générale, je sais tout de la vie des gens. Voilà. Il me livre tout. Il me donne tout. Comme si j'étais un psychologue, en fait. Voilà. Et Bah, ça, au début, à t'écouter, effectivement, j'ai l'impression que ça couvre pas mal de choses, en fait. Le fait c'est un peu comme ce qu'on voit, nous, en ostéopathie. Il y a le motif de consultation avec quelque chose de musculo-squelettique et dès qu'on pose quelques questions, effectivement, il y a certaines fausses croyances ou des croyances qui sont délétères pour les personnes qui convient de mettre à jour. Ma question, c'était aussi ça recoupe ce que tu viens de parler, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours, dès qu'on commence quelque chose de nouveau, dès qu'il y a une nouvelle habitude qui se met en place, il y a beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'efforts psychologiques et physiques, et il faut quelques semaines, voire quelques mois avant de commencer à voir des résultats. Et donc, en fait, c'est toujours cette première partie qui est la plus dure, en fait, de motiver les personnes, alors qu'il exactement. est dur et il n'y a rien qui change. Mais Comment tu fais? c'est pas les motiver parce que en fait, les gens, ils pensent qu'en s'entraînant, ils pensent qu'au début, ils vont être payés par rapport à ce qu'ils font au centuple. Mais ça se passe pas comme ça. C'est pas parce qu'on fait 10 heures de sport qu'on va perdre 3-4 kilos la première semaine. Ça se passe que le corps, il a des défenses. Euh, Si on fait trop de sport, au bout d'un moment, il va se mettre en économie, on va consommer moins d'énergie et quand on va manger, on va grossir encore plus. Donc, les personnes, souvent, elles ont 30 kilos en trop. Bah, vous avez pris combien d'années pour prendre ces 30 kilos? 20 ans. Et elles veulent les perdre en 2 mois. C'est ça le problème. C'est que moi, je ne vous Hmm. dis pas que vous allez perdre 30 kilos en 2 mois ou en 30 ans, mais plutôt en 2 ans. Voilà. Et c'est ça le truc. C'est de l'acceptation et, et détricoter un peu leurs pensées parce que les gens retombent toujours dans le passé, dans les mêmes schémas. Voilà. C'est-à-dire que on arrête de manger, on fait un régime, le corps se met en économie, on remange normalement, on reprend le poids. Voilà. Et aussi, le fait de parler de la nutrition, de parler de comment s'entraîner, le fait de se dire que bah, moi, je suis pas leur patron et que je suis leur coach et qu'ils me rendent pas des comptes, ils font ça pour eux, et d'instaurer un climat de confiance fait que petit à petit, ben, on arrive à atteindre les objectifs. Mais c'est vrai que même par exemple, quand on retrouve un poids honnête, une perte de 10 kilos, le cerveau, il met un an à se resynchroniser et accepter le nouveau poids. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que on va pas perdre. Moi, je fais pas un décatriathlon. Moi, je fais tous les jours, j'ai un travail à faire, un minimum syndical. Mais moi, je pars pas pour faire un décathlon. Je pars, aujourd'hui, je vais nager, ce soir, je vais me coucher et après, on verra. Eh ben, les gens, je leur dis, c'est pareil. Là, ben, on va perdre les premiers 5 kilos et on ne pense pas aux 30 kilos. Et petit à petit, on mange l'éléphant par petits bouts, quoi. Voilà, c'est ça le but. Donc, c'est de ce que je comprends, en fait, c'est surtout un manque d'information, parce que je pense pas qu'il y ait de mauvaise volonté. Je pense que la personne qui mange un gâteau le matin, enfin le midi, enfin 14 gâteaux par semaine, à aucun moment elle a associé au fait que ça pouvait avoir un impact négatif sur la santé, sur le poids. Et donc ça, c'est tout ça que tu as mis dans le livre, en fait?
Ouais, qu'on donc sert toutes ces informations parce que... le livre, la première partie, c'est surtout sur l'entraînement. Et maintenant, OK. sur la nutrition, en fait, c'est celui qui va suivre. Là, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, on dépense plus les calories que nos ancêtres dépensaient, en fait. Voilà. Ou même en 1900, les paysans et tout. Donc aujourd'hui, on se déplace en véhicule, on prend l'ascenseur, il fait froid, on est chauffé, il fait froid, on a la clim, il fait chaud, on a la clim. Et ce n'est pas les 10 000 pas qui sont préconisés par l'OMS qui vont changer quelque chose. Le corps humain, il sert à dépenser des calories, il sert à bouger. Euh, c'est pas les 8 km par jour de marche qui vont changer quelque chose. On est fait pour dépenser plus de calories et expectorer, puiser dans ses graisses. On est fait pour ça. Donc, les besoins en graisse aujourd'hui de nos sociétés sédentaires, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive, quoi. C'est ça. Mais c'était pas ça. Voilà, parce que maintenant, on n'a pas froid, on n'a pas faim, on n'est pas fatigué, on est voilà, l'homme, il s'est quand même beaucoup empâté, quoi. Voilà. Hmm. Mais ce qu'il y a de Super. positif, c'est que beaucoup de personnes font du sport maintenant. Voilà. OK. Beaucoup, je trouve. Mais pour moi, c'est pour des raisons. J'ai l'impression que tout le monde a envie de devenir un super-héros maintenant. OK. C'est-à-dire que je vois énormément de gens qui veulent faire des choses extrêmes. Et bon, c'est pas moi que ça va déranger, hein. Mais, je trouve que moi, j'ai beaucoup de médecins dans ma clientèle. Et il me dit, mais les jeunes, il en voit beaucoup qui sont musclés, qui sont fins. Voilà. Après, je sais pas, parce que j'ai lu des rapports sur la montée de l'obésité et du diabète de type 2. Mais moi, je trouve que, ou peut-être parce que je suis à Aix-en-Provence, c'est une ville un peu étudiante, jeune et il fait bon, mais je vois énormément de gens faire du sport. Et voilà, je trouve ça bien, quoi. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup, Christophe. On arrive au terme de cet échange. Et donc, en fait, on a abordé beaucoup de choses et pas simplement l'activité sportive, mais ce qu'il y a derrière, en fait, hein, ce qui peut motiver une personne à changer et à comprendre un petit peu les motivations profondes de ces différentes activités. Et ensuite, comme c'est ton cas, c'est de les mettre au service d'autres personnes. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cet échange? Non, mais le dernier mot, ça serait, au niveau du sport, ça serait de dire que dans une semaine, il y a 168 heures et que si on n'arrive pas à trouver 3 heures par semaine pour faire du sport, il y a un problème. Donc, pour moi, ça serait que les gens soient moins connectés, puissent s'arrêter et se donner un temps pour faire du sport 3 fois par semaine. Voilà. Parce que c'est pas un problème de temps, en fait. C'est qu'on est toujours pris par quelque chose. Quand tu parles de connecter, c'est sur Internet, c'est pas la Oui, connexion oui, 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 je à... parle sur Internet. Tout à Super. fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Christophe. Merci à Et toi. puis, tous nos voeux pour tes prochaines courses et tes différentes activités. À bientôt. Au À bientôt. revoir. Merci, au revoir. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed our chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.